va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Vous allez passer 1h30 en compagnie d'Anne Roumanoff. Bravo, bravo. Isabelle Métro. Ouais. Philippe Alfonsi. Ouais. Jacques Ramaz. Bravo, Jacques. Et Pierre Bénichou. Pierre a émis le souhait que nous fassions une émission plus vite que d'habitude, plus rapide, sur un débit et sur un rythme intense, de manière à ce que peut-être 17h vous soyez libre, c'est ça? Oh non, je peux rester jusqu'à 17h10, 17h15. Ce serait génial hein, si on pouvait, comme on peut parfois dire à l'écoute, certaines radiocassettes, enfin, à l'époque permettaient d'écouter une voilà une bande en accéléré. Hein, on pourrait faire cette émission en accéléré, effectivement. Elle est chaud. Alors on entendrait Pierre qui ferait... Oh là là, c'est pas beau d'être jaloux. Puis après il y aurait la petite musicale. Oui, Laurent vient de le faire beaucoup mieux. Ah oui, il n'a pas fait la musique. Ah, c'est vrai, il n'a pas fait la oui. musique, en effet. Ah oui, non. Ça va, Jacques Ramad? Très bien. Bonne année, Jacques Ramad. Bonne année à vous. J'ai un surnom pour Sarkozy. Ah oui. Que j'ai vu hier à la salle Gaveau. Il a fait ses vœux, c'est Il a vrai. présenté ses vœux À la aujourd'hui. presse, salle Gaveau. Oui, alors le Gaveau de la République. C'est joli, c'est joli. Ah, un rectificatif aussi. Alors une chose très importante parce qu'hier nous avons cru bon disserter sur le sens du suppositoire puisque beaucoup de gens sont enrhumés en ce moment. Alors on a eu des tas de mails d'auditeurs qui confirment effectivement qu'il y a deux erreurs classiques spécifiques à l'usage du suppositoire, l'erreur du sens d'introduction et l'erreur de voix. Le suppositoire qui a généralement la forme d'un obus doit être introduit l'extrémité plate la première et la partie pointue vers l'extérieur, me confirment les spécialistes. Oui, exactement. De cette manière, les contractions naturelles de l'intestin agissent dans le sens de la remontée du suppôt et non dans le sens de son expulsion. Une autre erreur classique appelée erreur de voix consiste effectivement à administrer le suppositoire par une autre voie naturelle, généralement la bouche, et on estime à 15% le nombre d'erreurs de voix dans le cas du suppositoire. C'est la forme d'administration médicamenteuse qui est la plus affectée par ce type d'erreur. L'erreur de voix est beaucoup plus néfaste aux effets évidemment thérapeutiques du suppositoire que l'erreur du sens d'introduction qui est moins grave. C'est des trucs dans les populations très reculées. Le type qui allait chez le pharmacien et qui disait je tousse, des machins, il prenait des suppositoires. Il revient au bout de 8 jours, et alors, il tousse toujours. Il dit bah alors ça marche pas votre truc. Alors on dit mais comment? Il dit votre truc j'en ai pris 2 par jour. Il dit alors je me les aurais foutus dans le cul, ça m'aurait pas fait moins d'effet. C'est une vieille blague. Il y a aussi le monsieur qui se promène avec un suppositoire autour du cou en collier et c'est parce que son médecin lui a dit de suspendre le traitement. Je trouve que c'est très bien le suppositoire. On a l'impression que c'est un vrai traitement, quoi. On en a vraiment. Ça fait un peu diaphore. On est là, on est bien. T'as pris un sirop d'abord, après tu t'es lavé les dents, après tu t'es mis un suppositoire, après tu t'es rasé. C'est des trucs, tu comprends ça? Tu t'occupes jamais de l'intime. Il y a qu'avec le suppositoire que tu t'en occupes de façon avouable. C'est vrai. C'est comme le thermomètre sous le bras. C'est dégueulasse d'être sous le bras, ça pue. C'est vrai. C'est bien d'être à côté de Pierre Bénichou. Pourquoi? Quand tu n'as rien à dire, lui, il meuble. Mais lui non plus, il n'a rien à dire. Mais non, mais c'est intéressant, mais je sais qu'il y a une personne. Il y a une personne pour qui j'avais de l'admiration. Et j'allais dire de l'affection. Oui. Et ne dites pas c'est bien d'être à côté de Pierre Bénichou parce que vous ne savez pas encore ce qui va vous arriver d'ici. Ça vous était peut-être pas encore arrivé, mais d'ici à la fin de l'émission, vous allez comprendre ce que ça fait qu'un suppositoire. C'est vrai que je touche beaucoup. Je touche énormément les gens qui sont à côté de moi. Ah ben si vous touchez, il faut mettre un support. Mais on peut sortir de ce sujet-là. Pas du tout. Les auditeurs ont été très 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 nombreux. Faut dire que c'est l'époque, hein. Tout le monde a froid, a le rhume, la grippe, et donc voilà, c'est l'époque où on les utilise et c'est normal que les auditeurs nous précisent. Non mais il y a que les imbéciles. mais sans voix. Il y a que les imbéciles qui détestent les suppositoires. Moi j'ai un copain qui était en prison. Je suis sûr que c'est vrai. Non, j'ai un copain qui était en prison. Eh ben, il y avait un type, comme il avait fait des études, lui, les types lui parlaient toujours. Et il y avait un caïd qui s'appelait Guérini. Mon copain s'appelait Pierre Goldman, il me l'a raconté, cette histoire. Et il a dit, je touche, je sais pas quoi faire. Il dit, il y a un bon truc, il faut mettre des suppositoires à la, je sais pas quoi. Et là, il l'a regardé comme ça, il a dit, comment? Il dit, un suppositoire, il a tourné la tête.
Et pendant 8 jours, les autres voyous ne lui ont plus parlé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, comment? À Mémé, tu lui as dit suppositoire. C'était un tel manque de respect d'avoir parlé de son cul à un caïd que les types voulaient le tuer dans sa prison. C'est-à-dire la bêtise des gens. Faut dire que c'était un activiste, Pierre Goldman, dont d'ailleurs ce soir, il y a un documentaire diffusé sur France 3, il faut le dire. Et lui était plutôt, et surtout, faut le dire, contre les suppôts du patron. Oui. Non, non. Pierre Goldman était quelqu'un de très très intelligent, de très formidable, et qu'on a accusé d'avoir tué 2 pharmaciennes au cours d'une dérive il est emblématique de cette dérive des gauchistes devenus des truands. Sa veuve, Christiane Goldman, intente un procès en référé et demande l'interdiction de la projection du documentaire diffusé ce soir à 23h30. C'est aujourd'hui que le tribunal doit prendre cette décision. Ce documentaire s'appelle Passer sous silence, l'assassinat de Pierre Goldman. C'est Michael Prazan qui avait effectué qui avait signé un bouquin déjà sur Pierre Goldman, qui est le demi-frère du chanteur Jean-Jacques Goldman, il faut le dire, qui effectivement a été braqueur, condamné à la prison à perpétuité en 74 pour un double meurtre qu'il a toujours nié, puis acquitté lors d'un second procès en 76 et finalement assassiné en 79. Libération nous dit effectivement que le braquage s'était mal terminé boulevard Richard Lenoir à Paris le 18 avril 70, puisque l'attaque s'était terminée par la mort de 2 pharmaciennes. Pierre Goldman a toujours nié y avoir participé, mais dans des images d'archives et des photos d'époque, le documentaire qui est présenté ce soir confirmerait qu'il était bien présent, en tout cas que l'alibi qu'il avait donné n'était pas un bon alibi. Voilà pourquoi sa veuve aujourd'hui veut que ce documentaire ne passe pas ce soir. Si vous permettez une seconde, parce que je connais bien l'affaire, ce ne sont pas des images d'archives, c'était l'homme chez qui s'appelle Lautric, et chez qui Goldman avait juré qu'il avait passé, qu'il était à ce moment-là, revient sur ses déclarations, est revenu sur ses déclarations pour l'auteur du livre, et il a dit non, il était avec moi 1 heure plus tôt, et non pas à l'heure du hold-up. Alors ces déclarations sont à prendre avec des pincettes, parce que ces revirements de témoins, de machin, sont terribles. J'ai moi-même participé au braquage, au livre, au livre, et j'ai parlé longuement de ce que je savais de cette affaire, et surtout parce que moi j'avais pris fait et cause pour Goldman et que je l'ai bien connu après. Et quand on m'a demandé de passer dans ce documentaire, j'ai refusé parce que je trouve que ce livre est un livre qui salit la mémoire de Goldman. Mais par qui il a été assassiné? Est-ce qu'on sait ça au moins? Oui, on le sait. Alors par qui? On le sait. Il a été assassiné par des truands à qui il avait fait peur. En disant, parce qu'il était un peu mythomane, un peu comme ça, en disant que puisque les choses s'étaient passées de telle et telle façon dans une autre affaire, il ferait venir une équipe de je ne sais quoi, d'Amérique latine, ou je sais pas quoi, tout ça était des rodomontades. Et les autres, qui étaient tout le monde de Marseillais, ont eu peur. Et ils l'ont fait tuer. Voilà. Bref, ce soir à 23h30 sur France 3, il y a un documentaire à ne pas regarder. Documentaire, voilà. Sauf si à ne pas regarder, il est plein de mensonges. Sauf si la veuve Goldman gagne son procès en référé, dont le jugement doit être rendu aujourd'hui dans la journée. On se retrouve dans un instant. On sera peut-être un peu moins sérieux, mais c'était intéressant. Ce sera après la pub. On va se gêner. Toujours avec Bénichou, Alfonsi, Motro, Roumanoff, Ramad. Oh, une histoire terrible, le calendrier 2006 de la compagnie de chemin de fer japonaise East Japan Railway. Ce calendrier montrait une photo qui traduisait un peu l'austère beauté des hivers japonais. On voyait au loin une blanche montagne et au premier plan, un train qui traversait ce paysage enneigé avec en dessous marqué « Meilleurs vœux pour l'année 2006 ». Pas de bol, le train qu'on voit, c'était la rame Idao de la ligne Uetsu au Japon, et ce train a déraillé le jour de Noël, faisant 4 morts et 32 blessés. Comme quoi, les meilleurs vœux sur un calendrier, ça porte pas toujours chance, hein, quand même. C'est con, hein, c'est pas de chance. Et c'était identifiable? Pardon? C'était identifiable sur le... Oui, parce qu'un train... Par un japonais, évidemment, par nous. Ils ont pas de chance. Hein. C'est un peu, je sais pas, comme si on avait fait meilleurs vœux, nous, avec le train, je sais pas moi, Nice. Le TGV. Voilà.
Vous voyez, c'est un peu ça. On aurait pu, hein. Oh, on est capable de faire des trucs comme ça. Aujourd'hui, c'est vendredi 13. Je sais pas si vous avez acheté des tickets de grattage, Jeanne Roumanoff. Ah non, mais maintenant que vous me le dites, pourquoi pas? Ah ben, vous avez jusque ce soir, peut-être, pour gagner à l'euro-million, le pactole de 103 millions d'euros, la cagnotte européenne, et un super loto à 15 millions aussi. Près de 10 millions de Français vont tenter leur chance ce jour. Jacques Ramade, vous qui êtes joueur? Non. 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 Vous grattez pas? Non, je préfère le quintet. Ah oui, t'es joueur Le quand tiercé. même, alors vraiment. Non, je joue pour gagner quand je joue, mais je suis pas un Et vrai tu gagnes joueur. Oui. Ah oui. Et au quintet aujourd'hui, il fallait jouer quoi? Il y en a peu. Je sais pas, j'ai pas regardé, c'est du trop, je ne joue qu'en plat. C'est dommage. Non, puis je qu'il y crois avait pas ça. tellement à la chance comme ça. Par contre, j'ai une anecdote de... Tu te rappelles, Pierre, un imitateur s'appelait Jean Valton. Tu te rappelles de Jean Oui, même moi, je me rappelle de son nom. Jean Valton Qui avait participait au Francophonisme, Oui. une émission de Qui n'était télévision. pas spécialement un joueur, mais enfin, on l'invite à faire un gala à Contrexéville. C'était le dernier dimanche de... Les anecdotes de Jacques Ramade. Le dernier dimanche c'était la fermeture, dernier dimanche d'octobre. Il arrive, il faisait très mauvais. La fermeture de quoi, donc? Du casino. Ah, du casino. C'était pour la fermeture. Et alors, le soir, il arrive, il devait toucher à l'époque, en francs, 2-3 000 francs. Et il arrive pour son gala, personne. Par contre, il y avait du monde qui jouait à la roulette, tout ça. Personne dans le public. Personne dans le public. Alors il dit aux organisateurs, écoutez, il y a personne, vous ne devez rien, je m'en vais, on en reste là. Ah non, pas du tout. Il y a un contrat, vous serez payé. Mais écoutez, je peux pas passer, il y a personne. Mais on vous paye quand même. Alors il lui donne ces 2-3 000 francs. Et croyant bien faire, Valton dit, écoutez, je peux pas partir comme ça, je vais aller les jouer à la roulette. C'était le 30 octobre, il joue le 30, il met son argent sur le 30 et il a fait sauter la banque. Oh, génial! Oui, c'est une sacrée histoire qu'il a racontée, qui faisait bien rire tout le monde à l'époque. Mais sa veuve, Sophie Darel, dit que on n'a pas le droit de passer ce documentaire parce qu'il n'a pas fait sauter la banque. C'est pas vrai. On va se gêner. La suite avec les soldes. Vous voulez qu'on parle des soldes, Pierre Bénichou? Parce que Non, il paraît moi, je voulais qu'on me donne des adresses. on voit de plus en plus d'hommes faire les soldes, presque autant que de femmes. On dit toujours, ah, c'est les femmes qui font les soldes. C'est une légende. Les hommes font tous les magasins, eux aussi. Oh, vous croyez? Ah oui, oui, oui. Bon, moi, dans les magasins où j'ai été, avec des femmes. Ah, c'est vrai? Ouais. Et alors, vous avez fait des affaires? Oui. Bon, c'est-à-dire, j'ai aussi acheté des trucs inutiles. Ah, voilà. Ah, c'est le principe du C'est ça le solde. drame des soldes. Eh oui. C'est qu'il y a beaucoup de choses à acheter, mais beaucoup sont inutiles. Et on se laisse allécher. Comme il connaît bien la On se laisse allécher par des prix bas. Et en fait, on dépense peu d'argent, mais pour rien. Ah, c'est Et comme moi, je c'est dis, bien vu. comme disait ma grand-mère, le bon marché coûte cher. Vous avez acheté quoi, par exemple, Anne? Non, mais parce que tu es pris dans une frénésie et puis. Ah. Et donc voilà, j'étais dans un magasin de vêtements pour enfants, puis à un moment, donc j'ai fait des affaires vraiment, c'était très avantageux. quand même. Bon. Mais arrivé à la vendeuse me dit, vous voulez pas des petits sous-vêtements, c'est en promo. Et je sais pas pourquoi il y avait écrit lot de 12 €. Je dis, ah oui, c'est bien et tout. Et en fait, j'ai acheté 2 petits tricots de corps minables en coton. Ça vaut pas du tout ça. À côté de chez moi, ça vaut 3 €. Voilà, c'est donc, C'est- je m'en c'est suis ça. aperçue, mais j'étais tellement prise dans une Eh ben oui, frénésie. c'est là où ils voilà. sont forts. Et ce pullover, ils vont le coller comment? Ce pullover là, tu veux dire que j'ai sur moi? C'était pas en solde. Très joli, celui-là. Ah, merci. J'avoue qu'il est très joli. Un compliment, Il est miracle. particulier, hein. Mais Oui. enfin, il est joli. C'est vrai qu'il est particulier, là, ce que vous portez. C'est une sorte de, je sais pas comment dire, c'est un peintre qui a fait ça. oui, On voit c'est bien que pas c'est un une, peintre, c'est une œuvre parce que d'art. Ça Ça. tient de la combinaison spatiale et de l'œuvre d'art. Spécial, un peu, hein. spécial. C'est de la combinaison C'est vrai. spéciale. Non, c'est joli. Non, mais elle achète ses tableaux chez Razurel. Nicolas Sarkozy, lui, était très séduisant, paraît-il, hier, Salgavo, justement, où il a adressé ses vœux à la presse. Il a dit qu'il ferait attention désormais avec sa vie privée. Je le cite, hein, Monsieur Sarkozy. Il m'est arrivé de lire des articles où on indiquait que ce qui m'arrivait, c'était bien fait parce que j'en avais trop parlé. Vous m'appeliez alors à la discrétion. Ne m'en veuillez pas de vous écouter. Désormais, vous aurez cette discrétion et je suis sûr que vous la respecterez. C'est fini, il veut plus parler de tout ça. Mais moi, je trouve il ça était- dur pour les deux, là, qui étaient quand même. C'est dur, ça.
Bah, il y a 2 personnes qui ont été larguées, personne oui, n'en oui. parle quand même. Ah, je pense que c'est plus dur pour la femme, l'intérimaire de Nicolas Sarkozy, que pour le monsieur. Pourquoi Je crois que lui, il s'est trouvé un peu embarqué dans une histoire dont il n'avait pas spécialement. Qu'est-ce que t'en sais? J'en sais ce que j'en sais, madame. Si vous Moi, voulez. j'ai pensé que les deux... Il l'a même ramené en avion jusqu'à son mari. C'est vous dire s'il y tenait. était pressé. Vous voyez, je veux dire, quand vraiment vous tenez à quelqu'un, Oui, c'est un gentleman. vous la ramenez pas jusque chez son mari. Vous voyez, je veux dire. Mais c'est un gentleman. Essayez de la En retenir. effet, à moins d'être un gentleman. comme Voilà, dit, c'est la classe. Et pourtant, Sarkozy, il avait dit de pas le faire, hein. Il avait dit, toi, le séducteur, la ramène pas, hein. Maintenant, c'est une mais plaisanterie, voyez-vous, sur c'est un vrai jeu que- de mots, je pense. Ils pourraient aller ensemble, les 2 largués. Ils pourraient aller ensemble. Il semble que ce soit plus embêtant pour la journaliste du Figaro, puisque c'est plus un mystère pour personne, tout le monde l'a dit. Il semble que ce soit plus embêtant pour elle parce que certaines rumeurs disent qu'elle aurait tout quitté, sa famille, son mari, pour le ministre de l'Intérieur. Et puis voilà que l'autre revient, c'est embêtant. Et maintenant, elle va quitter son journal. Ah bah oui, elle passe Parce à que pas de cocu dans la rédaction, hein. après un coup pareil, elle passe à l'humanité, crois-moi. Ségolène Royal, quand elle est rentrée du Chili, et elle a Parce qu'elle refusé. aussi, elle était partie. Oui. Oh, mais enfin. Elle a refusé de parler aux journalistes français durant les 15 heures d'avion du retour Santiago-Paris, nous dit-on. Elle boude la presse qui l'a accompagnée parce qu'elle n'est pas contente des articles qui ont fait part de son voyage dans les faubourgs chiliens en talons aiguilles. Elle était de très mauvaise humeur, dit-on, et à sa descente de l'avion à Roissy, glaciale, n'ayant toujours pas digéré, nous dit le Parisien, les remarques sur ces fameux talons aiguilles, elle a interpellé un journaliste et provocatrice, elle lui a dit « Vous êtes fétichiste ?» Tigre. Oh là Oh là. là là. Genre, ça vous intéresse tant que... Il y a qu'une chose qui vous intéresse, ce sont mes talons aiguilles, Voilà. c'est ça qu'elle veut dire. Ouais. Tu vois Yvonne de Gaulle disant ça? Ouais. Et tu vois, Ah, mais c'est pas- alors, elle ne sait pas de mal à vieille qu'elle va être présidente de la et République. tu hein. vois un journaliste parler des chaussures de Sarkozy, toi? Non, mais il faut pas qu'elle Bon, ça y est, voilà, Isabelle Ah Alonso. bah oui, mais quand même. Oh, regarde-moi ça, Malgré toutes les tout. féministes qui applaudissent. Et Malgré pourquoi tout, pas? c'est un peu vrai. Non, mais si elle veut vraiment être présidente, faut pas qu'elle soit susceptible comme ça, parce Ça, qu'elle va c'est s'en vrai. prendre plein dans la gueule. Oui, Là, c'est c'est rien, vrai, ça. mais- Ah, ça c'est pas faux, hein. Qu'est-ce qu'elles ont les... La sœur de Monsieur Barr, elle était comme ça ou pas? La sœur de Monsieur Barr? Tu dis que tu avais imité la sœur de Barr une fois. Oui, dans ma jeunesse. Parce que c'est débile, ça. C'est la chose qui me... Écoute, il y a beaucoup de choses qui me plaisent et qui m'attendrissent en toi. Mais que tu aies imité la sœur de Raymond Barre, je trouve ça... C'est une des nouvelles... C'est quand je raconte l'anecdote que tu nous as racontée de Barr, quand tu avais écrit Barr. Parce que je voulais passer au caveau de la République, faut expliquer aux gens, et ils prenaient Raconte, que raconte. des hommes. Et Oui. je m'étais dit, faut que j'imite, mais j'étais pas imitatrice. Donc je savais imiter Raymond Barre, mais je me suis dit, en tant que femme, je peux pas faire Raymond Barre. Donc je me suis dit, j'avais inventé Roselyne Barre. Alors, et comment elle faisait, comment elle Je parlait? suis la sœur de Raymond Barre. Roselyne Barre. Et ça a eu du succès? Non. Je l'ai joué, c'est un sketch éphémère, il a jamais été filmé ni rien. Je l'avais joué vraiment dans mon premier spectacle. Dommage. En 87 à Avignon, et puis Alors, Ségolène Royal, je reviens à elle, aime les symboles. Vous savez qu'elle avait demandé à voyager en classe économique pour aller au Chili, mais la compagnie aérienne l'a surclassée si bien qu'elle s'est retrouvée évidemment en classe première, supérieure. Comme ça, elle a gagné sur les 2 tableaux, a écrit Marianne dans son édition du week-end, et elle a peut-être gagné sur les 2 tableaux, sauf que Marianne titre cet écho surclassé, évidemment, ce qui vaut autant pour son voyage à Santiago que peut-être sur sa cote dans les sondages. Est-elle oui ou non surclassée? C'est ça la vraie question. Ah, ben ça, on peut pas savoir. En tout cas, Jacques Lang y est allé lui aussi au Chili. Il est en Oui, il est en ce moment. C'est incroyable quand même. Pourquoi? Qu'est-ce que vous foutez là-bas? Enfin, je veux dire. Sérieusement. Bah, il y a une candidate pourquoi il socialiste. a un nom français, cette femme, Michel Bachelet? Bon. Parce qu'au Chili, tu sais, c'est pas comme tu crois, hein. Là-bas, il y avait les corons aussi, hein. C'est pour ça qu'elle s'appelle Bachelet. Au nord, c'était les colons. Oui. Puis, qu'est-ce qu'il y a, Jacques Ramade? C'est drôle ça, les corons. Jacques fait les sous-titres, voilà.
Pendant ce temps-là, du côté de Lionel Jospin, on réfléchit. Faut-il revenir? Faut-il être candidat? Il paraît que la garde rapprochée de Lionel Jospin se prépare et qu'il y a même eu une réunion secrète, une opération Jospin contre Ségolène dans un sous-sol, nous dit-on quasiment, de la mairie du 18e arrondissement, avec Daniel Vaillant en tête et puis différents députés jospinistes, Éric Besson, André Valigny, Bernard Poignant, député européen, Clotilde, et tout cela explique d'abord que le bouquin de Jospin a eu pas mal de succès et que ça veut dire que les Français l'attendent. Et puis ils sont plutôt pour ce que fait Ségolène du côté de Jospin, parce qu'ils disent elle est en train de ringardiser Fabius, elle est en train d'écarter Strauss-Kahn, il faut la laisser faire Ségolène, il faut qu'elle monte encore, et au dernier moment Jospin va apparaître et va dire franchement, entre Ségolène Royal et moi, c'est moi. Et tout le monde va dire « Ah non, c'est Ségolène !» Et là... Tout ça m'a l'air très vraisemblable. Ouais. Moi, j'ai cru longtemps au retour de Jospin. J'y croyais pas depuis quelque temps. Et en y réfléchissant, je me dis, mais en fait, s'il devait revenir, c'est pas maintenant qu'il le dirait. Il arriverait au dernier moment, comme le recours dans cette un appel est prêt de différents maires de grandes villes de France. Un appel est prêt. Ils décideront de le lancer dans quelques mois. Un appel à Lionel Jospin pour qu'il revienne. C'est ce que nous dit en tout cas la presse ce matin. Le seul emmerdement, c'est que si Le Pen signe aussi, en disant il me le faut pour pouvoir. Il me le faut pour le deuxième tour. On va se gêner jusqu'à 18h. C'est la deuxième partie avec Anne Roumanoff, Isabelle Motro, Jacques Abad, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi. Et ainsi cette histoire intéressante racontée par le journal Le Monde hier, c'est Yves Bordenave, c'est repris dans Libé ce matin, de cet étrange visiteur du soir au journal Le Parisien, un inconnu aux Parisiens. La visite a jeté comme un froid dans la salle de la maquette du journal Le Parisien. C'était mardi 10 janvier, en toute fin de soirée, alors que l'équipe du journal achevait le bouclage des éditions donc du journal pour le mercredi 11. Un homme a fait intrusion à la rédaction du Parisien journal aujourd'hui. Il était un peu plus de minuit lorsque cette personne s'est présentée comme étant un représentant du ministère de l'Intérieur, s'est introduite dans les locaux du journal et a demandé à rencontrer le rédacteur en chef. Il a demandé à voir les pages que le journal Le Parisien consacrait ce jour-là au rabibochage entre Cécilia et Nicolas Sarkozy. Dans ses éditions du 11 janvier, en effet, Le Parisien racontait la réconciliation du couple et publiait notamment un entretien, une interview avec Patrick Balkany, le député UMP des Hauts-de-Seine, qui racontait dans le détail comment Cécilia était revenu auprès de Nicolas. L'homme dont on ignore l'identité est resté au sein de la rédaction. Le rédacteur en chef a refusé de lui donner la page du journal. Il s'est présenté à moi en se prévalant de son appartenance au ministère de l'Intérieur, raconte Gilles Verdès, qui était le rédacteur en chef de service ce soir-là. L'homme a assuré être entré dans l'enceinte du journal en montrant simplement sa carte tricolore au gardien. Il a souhaité obtenir la page avant son impression. Le rédacteur en chef a refusé. Il lui a proposé d'attendre la sortie des premiers numéros qui arrivent au journal vers minuit 45. Et là, il est reparti avec un exemplaire du journal. Pendant la demi-heure d'attente, il a observé avec attention les pages du journal apposées contre un mur, comme on le fait dans toutes les rédactions. Et il s'est intéressé à savoir si l'édition locale du département des Hauts-de-Seine comportait également ce sujet sur Monsieur Sarkozy. Une fois le journal arrivé, il en a pris un exemplaire et est parti, comme si de rien n'était. Mardi 11 janvier, en fin d'après-midi, le lendemain vers 17h, Christian de Villeneuve, le directeur de la rédaction du Parisien, a réuni plusieurs responsables du journal. Moins d'une heure après, le journal faisait savoir qu'il avait acquis la certitude que cet étrange visiteur n'était absolument pas quelqu'un du ministère de l'Intérieur. Reste à savoir de qui il s'agit vraiment. Vérification faite, l'homme n'appartiendrait pas effectivement au ministère de l'Intérieur. Mais nous dit Libé, qui ajoute cette précision aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que des journaux sont visités par d'étranges visiteurs s'intéressant à Sarkozy. Il y a quelques semaines, un homme avait réussi à s'introduire au Figaro où il avait dérobé l'ordinateur de la journaliste qui partageait à l'époque la vie du ministre de l'Intérieur. Tout ça est quand même étonnant, non, quand même. Alors, dans les journaux comme ça, on peut voir quelqu'un débarquer et prendre un ordinateur, Ce qui est étonnant, c'est qu'il n'est pas vérifié que ce type était vraiment du ministère de l'Intérieur en lui demandant ses papiers et son nom et un coup de fil au ministère et c'est réglé. Je s'il comprends a pas. une prestance, C'est tu pas oses très pas. journalistique comme réaction. Mais Ce qui est les 6 heures très du soir, tu oses journalistique pas. et qui est assez méritoire, il a quand même refusé à ce type qui heureusement. venait, refusé de lui faire lire le papier avant qu'il ne sorte. Non, mais ce qui est curieux, c'est que non, justement... c'est pas vous, Pierre, qui vouliez savoir avant tout le monde, non? Non? Oui.
En fait, c'est moi. J'ai pris ma carte tricolore. Très journaliste d'ailleurs. J'étais avec un acteur très célèbre qui a joué un rôle de flic au cinéma. Et on va au match de foot et il avait sa fausse carte de flic. Avec un côté, c'est bleu, blanc, rouge, avec militaire de l'intérieur, et de l'autre côté, c'est blanc. Ouais. Parce que c'est une photocopie. C'est qui Roger Hanin? Non, Non, je peux pas dire ça. Non. Alors il te dit, tu vas voir, on va pouvoir se garer avec ça. Alors, il était là, on passe un flic, il dit oui. Et puis au troisième flic, celui vraiment, il regarde le truc, la carte, il dit ah bon, il la tourne de l'autre côté, il se penche, il dit Monsieur Brasseur, quand même, vous auriez montré votre figure, ça aurait suffi. Alors en même temps, il était flatté, Claude, et en même temps, c'est vrai que Vidocq, il était dépité. C'est vrai que Vidocq qui va au PSG, c'est pas crédible. Il avait fait Broussard dans la crime. Des chercheurs taïwanais ont annoncé hier avoir fait naître 3 cochons fluorescents. Ça, c'est quand même énorme, hein. C'est surtout que ça sert à énormément de trucs. Ah bah dans la nuit, si vous voulez attraper le cochon, hein, une protéine fluorescente extraite de méduse a été introduite par micro-injection dans le noyau de cellules situé dans un embryon de cochon. Et ces professeurs taïwanais ont réussi donc à faire naître des cochons verts, 3 cochons verts fluorescents. C'est beau quand même le progrès. Enfin, les mecs, mais qu'est-ce qu'ils vraiment. fument, qu'est-ce qu'ils prennent? Enfin, Ouais, là, vraiment, tiens, on va là, faire des cochons verts fluorescents. Non, mais ils disent que ça peut être très utile pour suivre le développement de tissus quand des cellules souches seront employées pour générer de nouveaux organes humains destinés à en remplacer d'autres. Non mais je suis de votre avis, mademoiselle Motro. Qu'est-ce qu'ils vont pas nous inventer ces cons-là, hein. Je te jure. Ouais, ça me Mais je plaît. suis de votre avis. Ne serait-ce que pour la saucisse fluo dans le hot dog. Souvent, Voilà. on se mord le doigt. Si la saucisse est fluo, vous ne la loupez pas. C'est vrai. D'ailleurs, mon prochain bar s'appellera Au cochon vert. Les Italiens estiment que l'adultère n'est pas le plus gros des défauts. On a demandé en Italie, c'est un magazine de psychologie qui s'appelle Risa Psychosomatica, qui a interrogé 1000 Italiens âgés de 25 à 55 ans. On leur a demandé quels étaient les plus gros défauts d'après eux. Le premier défaut, c'est la négligence envers son entourage. Le deuxième, l'absence au travail. Le troisième, le manque d'attention à son physique. Et arrive en dernier, l'adultère. Alors, c'est vrai que c'est pas un gros défaut, l'adultère. Alors, un gros défaut, ils veulent dire sûrement un grand péché. Oui. C'est un gros défaut, je sais pas en quoi c'est un défaut. Mais Louis, est-ce que c'est un péché adultère? Bien sûr que c'est un péché. Sans ça serait pas bon. Sérieusement. Il y a la transgression toujours. Moi, je le trouvais amusant ce sondage, voilà, parce que je pensais que, je trouvais ça. On a juré à Monsieur Sarkozy qu'on parlait plus de ce sujet-là. C'est vrai, mais l'adultère, ça reste un sujet dont je pensais qu'il était préoccupant pour la plupart des couples, et je m'aperçois qu'en Italie, finalement, bah non, hein, les gens trouvent Non, mais ça. c'est le mot, comme toujours dans les sondages, c'est le mot qui est mal Choisi. choisi. C'est Défaut. défaut. Il a raison, Pierre. Défaut, ça veut dire quoi? Non, on aurait dit C'est un péché. le c'est plus gênant, une le faute, plus une voilà, faute, une c'est faute. la mais faute la un plus défaut. C'est la faute la plus grave. Un défaut. Voilà. Alors, je ne sais pas si Oh, j'ai c'est un gros défaut, je trompe souvent ma femme. Oui, c'est vrai que c'est. Ça le fait En pas, général, comme on dit. les hommes, ils disent je suis fidèle avec mon cœur. Ouais, c'est vrai. Je suis fidèle dans ma tête. Ah, mais c'est vrai que c'est un peu con. C'est un défaut. Allez, qu'est-ce que vous avez comme défaut? J'adultère beaucoup. Et les femmes, elles disent Je tue les enfants et j'adultère ma femme. Non, mais c'est ridicule, enfin. Oh, vous avez des défauts. Ah, il y a une vieille histoire dont on reparle dans Libération ce matin. C'est l'histoire de Cédric Monribaud. Son nom ne vous dit peut-être plus grand-chose, mais souvenez-vous, il s'était fait tailler un short, comme dit Libé, il y a maintenant déjà 5 ans de ça. C'était en 2001 qu'on en a parlé pour la première fois. Pourquoi? Parce qu'il portait un bermuda pour se rendre à son travail. Souvenez-vous, à l'époque, on On avait... avait fait toute une polémique là-dessus. Voilà, il avait été licencié donc cette année-là en 2001 par la SAGEM de Saint-Étienne-du-Rouvray, en Seine-Maritime, pour avoir porté ce bermuda au travail. Et hier, c'est long quand même la justice, hein, hier le Conseil des prud'hommes de Rouen a débouté sa demande de nullité de licenciement. Cet agent de production voit son licenciement pour l'instant confirmé. Selon l'entreprise électronique la SAGEM, il faisait peser avec son bermuda sur la société, il faisait peser un risque important de perte d'image de marque auprès des clients fréquemment présents sur le site. Saisi en référé sur la notion de liberté fondamentale, les prud'hommes avaient donné raison à l'employeur, suivi de la Cour d'appel qui avait donné raison aussi, puis la Cour de cassation. Et devant se prononcer sur le fond
hier, les prud'hommes, assistés d'un juge départiteur, ont encore confirmé les jugements précédents en disant que, effectivement, le licenciement et la décision de cette entreprise ne portaient pas atteinte aux libertés individuelles du salarié, mais que l'entreprise avait donc bien le droit de dire pas de Bermuda au travail. Rendez compte, il faut quand même 5 ans pour décider si on a le droit de porter un Bermuda ou pas au boulot. C'est ce que j'avais soutenu, j'avais été traité de réactionnaire et de vieux con et de tout ça. Bon. Il y a une tenue pour tous les emplois, quoi. Je veux dire, on peut pas aller à poil pour être pape. Mais qu'est-ce qu'il Oui, fait c'est ce comme que j'allais dire, un curé en Bermuda. Vous vous rendez compte, il fait c'est pas curé bien. à la Sagem quand même. Non. Non, mais il disait qu'il avait contact plus ou moins avec des clients qui pouvaient passer dans On l'entreprise. comprend surtout pas pourquoi c'est en arrivé là. Il y a un moment, il peut dire, écoutez, vous C'est mettez ça. pas, voilà. Je suis d'accord avec Pourquoi vous. aller dans la polémique à un licenciement? Il y a peut-être d'autres problèmes aussi derrière, je sais pas moi. 5 ans. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, il enlève son Bermuda, il met un pantalon et puis et il nous emmerde plus le garçon. Hein. Je veux dire, au bout de 4 ans, si tu tiens à ton job, tu remets un froc, quoi. Mais oui, c'est pas une liberté fondamentale de venir en Bermuda, c'est ridicule. je trouve. Mais je sais pas, tu vois, parce que en tant que femme, par exemple, Oui, vas-y, oui. tu peux avoir un choix qui est beaucoup plus important, c'est-à-dire un pantalon ou une jupe, par exemple. Ouais, On bon. peut t'obliger, par exemple, à porter une jupe sous prétexte que par rapport Certes, à pour des- une femme, mais tu pour vois, un d'un homme, seul coup, ça c'est peut. vrai Bah oui, que- mais ça crée un précédent du coup. Tu Isabelle vois, Motro, à une époque où quand même on a un peu de mal à trouver un job, je pense que effectivement, si votre chef d'entreprise vous Oui. dit, vous savez, je préfère qu'il n'y ait pas de Bermuda sur mon Je boulot. suis d'accord, mais justement. Faut savoir ce qu'on préfère dans la vie, avoir un travail ou porter un Bermuda. Je suis d'accord. Non mais Mais, résultat, aujourd'hui, il est RMiste, Isabelle Motro. Est-ce qu'il aurait mieux pas valu, effectivement, qu'il garde son job avec son salaire entier puis qu'il mette un froc que de garder son Bermuda et d'être au RMI et d'être en plus condamné hier par les prud'hommes à verser 300 €, lui, à la Sagem parce que c'est lui qui a perdu Non, en mais justice. personnellement- Mais attention, il est têtu, le garçon. Il entend aller jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Non, là, vous voyez quand même que c'est quand même énorme. je vois. Mais c'est ça qui est dommage, c'est qu'on voit bien il y a derrière ça un individu qui est pas fondamentalement innocent. Ouais, un non type à plus. Bermuda, moi je dis. Dans sa Ils sont pas démarche. clairs, les mecs qui portent des Bermudas. Mais je suis Et tu sais, désolée. on a eu exactement le même genre de débat avec les cheveux longs, cheveux courts dans les Bah années ouais. 60. Hein. On ne pouvait pas venir au boulot avec les cheveux longs, et puis maintenant tout le monde porte des cheveux longs, même dans la police. Alors bon, donc. Il y a quand les gens font des investissements, les clients, ils aiment bien être rassurés par la personnalité du mec. Si c'est un, Et il suffit que le mec ait un pantalon pour qu'il soit rassurant. Enfin, excuse-moi, mais. Non, mais si Pardon. c'est un vendeur de glace ou un chanteur, on s'en fout parce qu'on va là-bas pour rigoler. Quand tu vas acheter du matériel électronique, t'as pas envie de voir un mec qui dit hey, Vincent, il est plus normal de voir un mec avec des pantalons, je sais pas moi. Oui, mais tu vois, pense à la photo d'Einstein où il tire la langue, là. Tu trouves qu'il est rassurant, ce mec-là? Bah, c'est Einstein. Excuse-moi. Voilà, c'est tout. Est-ce que ça peut être bête, ça, mon Dieu? Ah non, là c'est pas trop bête. Là, Mais non, mais quand même. Pour Einstein, il te vend quelque chose, Einstein? Oh non, Oui, allez, Il tire la langue, il tire la langue au monde, justement. Allez, tu Et rentres ne vous pas prenez dans les pas pour détails, Einstein parce que vous tirez la langue. C'est ça que je veux dire. Noie le poisson, noie Mais le c'est poisson. ça que je veux Pierre. dire. Moi, je dis la vie sur le Bermuda, c'est relatif, en fait. Mais sérieusement. Einstein, oui, c'est vrai. Je tire la langue, donc je suis Einstein. Par exemple, Pierre Bénichou, la première fois que je le rencontre, je Bermuda savais pas physiquement comment il était. Je décide d'engager Pierre Bénichou pour cette émission. J'aurais vu. Il me dit, tiens, je me souviens très bien, c'était rendez-vous chez Lip. Bon. Alors, déjà, ça vous place un homme, ça, déjà, hein. J'arrive chez Lip, je vois un type qui m'attend en Bermuda. Bon, bah, je me serais posé des questions. Mais tu l'aurais pris quand même. Je suis pas sûr. D'ailleurs, j'avais mon Bermuda dans mon cartable. Hein. J'ai hésité longtemps. Comme c'était l'hiver, bon, j'ai mis un pantalon. Non, mais ce que je trouve intéressant, c'est d'en parler encore aujourd'hui, parce que quand même, ça date de 2001, vous vous rendez compte un Oui, peu. oui, non, c'est ça qui est ça fou, fait quoi. des C'est minutes qu'il là-dessus. il a fallu quand même 4 ou 5 ans pour qu'on arrive à savoir s'il avait le droit de porter ou pas un Bermuda. Vraiment. Mais... Et comment ça se fait? C'est toujours aussi long, les... Ah, les Bermudas, les c'est Bermudas, au-dessus du genou. Allez, on se retrouve après la pub. On va se gêner jusqu'à 18h avec Pierre Bénichou, Anne Roumanoff, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi et Jacques Ramade.
Non, moi je suis pas d'accord sur les sujets que vous nous imposez comme ça. Pourquoi? Parce que si on dit que l'adultère c'est pas grave et que le Bermuda on a le droit, bientôt il y a des mecs qui vont tromper leur femme et qui viendront en short au boulot. Alors c'est un peu trop quand même. On va pas remettre ça sur le Bermuda, enfin quand Non, même. alors, sur le Bermuda on met rien, on reste en Bermuda. Tiens, bah, justement, puisque vous remettiez ça sur l'adultère, le livre de la semaine, c'est celui-ci, je ne me trompe pas, s'appelle Trahi. C'est un thriller signé Karine Alvtegen, on doit prononcer comme ça, j'imagine. C'est chez Plomb. Trahi, tout le monde l'a lu autour de cette table. Tiens, je commence par vous, Anne Roumanoff. C'est un livre, au départ, suédois, qui a été évidemment traduit en français par Maurice Etienne. Alors c'est donc une femme qui a une jolie maison, un joli travail, un joli mari, un joli garçon, et elle découvre, stupeur, que son mari la trompe. Moi, ça m'a pas passionné, je vous dis franchement. Parallèlement à ça, je vous révèle pas l'intrigue au cas où des gens voudraient le dire après ce que j'ai dit, mais ça m'étonnerait. Parallèlement à ça. Vous pensez que votre influence est aussi puissante que ça? En tout cas, parallèlement à ça, donc il y a ce personnage de femme trompée, et alors ça se lamente pendant des pages. Et comment a-t-elle pu en arriver là? Elle regarde la photo. C'était au temps du bonheur, au moment de Noël. Et Lisa s'interroge, et ça n'en finit plus. Et parallèlement à ça, on change de chapitre. Et là, il y a une espèce d'homme au concours de Vigne qui est un peu perturbé, qui veille une femme à l'hôpital. Un type à Bermuda. Non, enfin, bon, un type un petit peu. Bon, enfin, on devine. Bon, voilà. Et je révèle pas non plus. Finalement, les deux personnages amants vont se rencontrer quand même au bout de très longtemps. Ils vont coucher ensemble et après les problèmes graves vont commencer pour la femme. Voilà. Incroyable de résumer ça comme ça. Non, je veux dire que c'est pas un mauvais livre, mais c'est. Ah bah dis donc, qu'est-ce que ça doit être quand tu trouves que c'est mauvais? C'est bien fabriqué, mais je veux dire, moi, on décolle pas quoi. Et en plus, je trouve qu'il y a des lourdeurs de style. Alors, je sais pas si c'est elle ou le traducteur, mais je trouvais le style assez lourd. Enfin, voilà. En plus, ça finit mal. Alors moi, j'aime pas du tout quand ça finit mal. Alors, Je raconte pas l'histoire, mais dis pas la fin. Moi, je me suis arrêté à la page 3. Alors, je vous raconte pas l'histoire, je vais juste vous dire la fin. Voilà, enfin au bout de 2 heures, on ferme le livre, on se dit à quoi bon tout ça quoi. Et ensuite, je voulais dire que le fait que se passe en Suède, on pourrait s'attendre à un peu d'exotisme suédois. Ça veut dire nous de la Suède, on connaît que Ikea et je sais pas, peut-être que les noms auraient pu être Gudrun ou Strömsholm, enfin que ça nous fasse rêver. Et en fait, le fait que ça se passe en Suède, ça pourrait se passer en France, il y a aucune différence. Oui, mais si, la seule chose c'est que l'institutrice s'appelle l'éducatrice, c'est à ça qu'on voit que ils mangent même pas du saumon, ils prennent pas des douches froides, enfin il y a rien. Mais enfin, si pour que tu rêves, il faut que la femme s'appelle Gudrun, excuse-moi, mais voilà. Et moi, dans les bouquins d'Henning Mankell, justement, qui est le roi du polar, du thriller suédois, lui, justement, les noms restent effectivement suédois. Voilà. Et vous ensuite, parlez suédois couramment? Absolument. Et on dit, je dirais, n'est pas Marie Ginsklar qui veut. Et je trouve ce personnage de psychopathe qu'il y a dans le livre, on dirait un sous Anthony Perkins dans Psychose. Enfin, je trouve que c'est vu, c'est déjà vu, c'est revu, voilà. Et moi, je dis que si vous voulez lire un bon roman policier, je vous conseille P.D. James. C'est ma chouchoute de roman policier. C'est en livre de poche, c'est 10 fois mieux. Et on a du plaisir de la dernière à la première page. Oui, ou l'inverse. Oui. Isabelle Motro. Alors moi, je suis d'un avis totalement opposé. Ah, vous avez adoré ça? Moi, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, l'histoire, si tu dis c'est l'histoire d'une femme trompée, mais je veux dire, les classiques en sont pleins, forcément. Ouais. Ça Madame veut rien Bovary dire. aussi annonçait le contraire. Non mais tu vois, enfin bon, voilà. Donc ça, peu importe l'histoire. Ce qui compte, c'est que cette histoire, elle est faite de telle sorte que justement, avec un point de départ assez classique, moi j'ai été scotché par l'ambiance, parce que effectivement l'exotisme, il est pas dans les noms et il est pas dans le fait qu'il mange du saumon, mais c'est un regard qu'elle porte autour d'elle qui est très étrange. Et puis sa vie est quand même particulière. Cette femme, c'est elle qui porte la maison sur ses épaules. C'est pas un hasard. La structure de sa famille est très complexe, contrairement à ce qu'on peut croire comme ça à première vue. Il y a un rapport entre cette famille-là et entre l'histoire du psychopathe qui la suit et qui va effectivement à un moment donné la rencontrer. D'ailleurs, les histoires vont se croiser et là encore, c'est pas tout à fait un hasard si ce type focalise sur cette femme-là. Je trouve que tout ça est mené vraiment, cette toile d'araignée comme ça, qui n'a l'air de rien au départ. Effectivement, on est dans un intérieur un peu Ikea, tout ça. Et puis finalement, c'est une noirceur absolue derrière les placards blancs. Moi, j'ai été vraiment passionnée par ce livre. Alfonsi. J'ai du mal, hein. Oui, beaucoup de mal. J'ai fait jusqu'à la page 10, là.
et puis Ah bah oui, mais attends, après non, j'ai faut pas parler sauté à d'un la livre page qu'on- 50 et puis je me suis dit si je faisais le contraire, j'ai essayé de le prendre à peu près dans toutes les positions si j'ose dire. Tu prends le début, tu prends le début. Et parce que- pour un thriller, Ça, c'est suédois. pour un thriller suédois et une histoire de couple, c'était à peu près ce qu'on pouvait faire. Puis après, je me suis intéressé à la couverture, j'ai refermé le livre, j'ai regardé la couverture, elle est belle, le papier est doux, mais alors à l'intérieur, le papier, vous avez vu, il est dégueulasse. C'est un peu comme vraiment moi, un toi. papier. Comment tu peux faire Et une critique de j'ai- non, livre en disant que tu l'as Je n'ai pas pas lu? aimé du tout et je n'ai pas pu arriver à le lire dans toutes les positions. Vous nous avez trouvé éloquente, formidable, une pour, une contre. C'était Mais toi, tu digne l'as pas lu non plus. des meilleures émissions de littéraires que je connais. Mais Alphonsis, ce que je trouve, ce qu'il y a de bien, c'est que je sens une fraternité avec lui. N'est-ce pas? C'est vrai, j'étais exactement comme toi. Alors j'étais là, puis comme toujours, quand je lis des livres qui me font chier, ma lumière s'arrête, alors je bricole un peu, je vais manger un sandwich dans la cuisine, il est 2h du matin, les gosses disent « Papa, et mon vélo ?» tout d'abord. Je reviens, je me remets à bouquiner, crois d'ailleurs en- et je me trompe de livre, et j'ai ainsi parlé Zarathustra. Qu'est-ce qu'il a ce Nietzsche à me faire chier? Ah non, et c'était pas Nietzsche, c'était Karine Haftagen. Tu es gentil. Jacques Ramade, vous l'avez lu, vous? Oui, j'ai lu. Alors? Oui, ben... non, c'est-à-dire, elle a pas tort, Isabelle, faut penser au côté suédois. Oui. Faut lire ça en disant le vent qui souffle, les courants d'air, le froid. Bergman caché derrière la porte. C'est ça, oui. L'ambiance. Mais franchement, c'est pas... Puis, alors, moi, ce qui m'a surpris, c'est... Oh, je trouve sévère, là. Oui, ben, Sévère, ce qui quand m'a même. surpris, c'est qu'ils boivent du cidre tout le Oui. temps. Ah. Oui, bon, Ah oui, tiens, Alors, c'est c'est une bonne c'est le drôle. chef de moderne, ça. Mais dans les boîtes de nuit, le type, à la deuxième bolée de cidre, j'ai senti qu'il allait se passer Oui. quelque chose. C'est drôle quand même. Je crois que le traducteur est breton. Le style est un petit peu lourd quand même. Ah, Sulitzer à côté, juste un c'est peu. Marcel Bon, bah, Proust. on va oublier alors Trahi, ce thriller paru chez Plon, signé Karine Alftegen. Il y a quand même Isabelle Motro. Ah, moi, qui- j'ai beaucoup aimé. qui hein, vous- Moi, je suis désolée. Karine Alftegen, Trahi, c'est chez Plon. On se retrouve après la pub. On va se gêner. Jacques Ramade, Dan Roumanoff, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro, Pierre Bénichou. Et ça, c'est la moulinette qui indique que Jacques Ramade nous a préparé quelques brèves. François Hollande, Fabius, Jacques Lang, Emmanueli dans les rôles de Francis Blanche, Jean Lefebvre, Lino Ventura et Bernard Blier, Georges Lautner annonce le tournage des Tontons Flatteurs. Très joli. J'avais pensé à Flagorner, qui était mieux, mais c'était trop long. Alors, nouvelle devise pour Jacques Chirac, tous pour 1 et 1%. Regroupement familial, les Sarkozy sont pour. Évasion des cerveaux français vers l'étranger. Johnny Hallyday est prêt à se faire la belge. Prévention des catastrophes naturelles. En cas de grippe aviaire, le printemps prochain, le salon de l'agriculture se tiendra à l'hôpital Bichat et la ferme célébrité au Père-Lachaise. Paris, candidate pour les JO 2016. Jeannie Longo a déjà sorti son vélo. Mariage en toute simplicité pour Elton John et son compagnon. Ils se sont unis sous le signe de la communauté réduite aux jaquettes. Ouais. Invité partout, donnant son avis sur tout. La fille de François Mitterrand a un nouveau prénom. On l'appelle Magazine Pinjot. Triste nouvelle. La femme au visage greffé a fait un rejet. Son menton s'est décollé alors qu'elle jouait avec son petit-neveu à « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette ». Qu'est-ce qu'un kir François Hollande? C'est un petit rosé qui devient tout pétillant quand on l'appelle royal. Monsieur et Madame Terran Ralbol ont un fils, Lémi Terran Ralbol. Jacques Ramade. C'était très bien. Il est en forme, le grand Jacques, hein. En première partie de Serge Liado pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Il est très
très en forme, Jacques. Ah oui, hein. ça. Les chansons qui se ressemblent aujourd'hui, Ouais. c'est intéressant parce qu'on va à la fois écouter Gilbert Bécaud, Henri Salvador, et alors un air qui s'intitule Misty, signé du compositeur Errol Garner. Oui, et c'est pour ça que je dis heureusement que Jacques Ramad est là, parce qu'alors là, Misty, il a fait ses gammes là-dessus, j'en suis sûr. Misty, c'est un gros tube, un standard, voilà, on appelle ça un standard en jazz. Ça a été écrit en 1955. Bécaud a plus ou moins travaillé sur les harmonies de Misty pour composer le refrain de C'est en septembre. Et quand je dis plus ou moins, c'est entièrement. Mais alors quel rapport avec Syracuse, tout ça? Et Syracuse, eh bien le pont de Misty, c'est-à-dire ce petit couplet intermédiaire à l'intérieur des chorus, le pont de Misty ressemble... Vivre pour de vrai, voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent. Pardon, c'était tout sans dents. Mais... c'est bien ces chansons, mais c'est vrai que c'est bon. Voilà, Serge. Quant aux ressemblances, écoutez, c'est flagrant. Flagrant. Non, absolument. Non, mais je plaisante pas du tout, c'est flagrant. Mais oui, à ce point qu'on pensait écouter la même chanson. Ouais. Oui, c'est ça. J'ai mis le saxo de Misty en filigrane en dessous des deux autres chansons et on voit... Ça, j'avais bien noté ça. ça se Mais superpose. Misty est antérieure à la ou postérieure? Qu'est-ce qui est avant? Syracuse ou la plus Misty? vieille, 1955, 7 septembre 1978 et Syracuse, c'est... Ah oui, ça a été écrit en 60 et enregistré en 64. Misty est antérieure. Voilà. Écoutez, je pense que ça va révolutionner le monde de la musique aujourd'hui, cette histoire-là. Oui, Jacques Ramad? C'est impeccable. Impeccable? Ah oui, tout à fait. Ah, voilà. Si Jacques Ramad le dit, vous pouvez lui faire Ah ouais, confiance, ouais. Serge. Bravo, Ça Serge. s'entend. Merci Jacques, au moins il y a un connaisseur. Je crois que vous voulez faire passer un message signé Sylvie Vartan, c'est le but de votre chanson flash. Oui, on y va. Si vous voulez tous devenir belges pour ne plus casquer, prenez pas la route de Bruxelles, je crois qu'elle est barrée. D'ailleurs, y a pas que les milliardaires à émigrer là-bas. Là-bas, on voit déjà nos prolétaires y acheter leur tabac. Toutes les émissions de télé, ça c'est horrible, se feront en zone libre dès demain. Mais elles seront cryptées, ça va rappeler à papy Charles de Gaulle à la BBC. Pom 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 pom, les planqués parlent au français. Mais si les lois européennes se mettent à changer, j'ai peur que les stars nous reviennent. Est-ce que ça en vaut la peine? Faudra à nouveau se faire à l'idée. Ah, c'est joli. Bon week-end, Serge Liado, et à lundi. Ah, c'est vrai que Johnny est peut-être déjà réfugié en Belgique. C'est triste, hein, cette nouvelle pour la France. Notre cocorico en a pris un coup, Philippe Mais Alfonsi. oui, mais je crois qu'il a mal compris son truc, parce que pour pouvoir payer ses impôts en Belgique, il faut aller s'y installer. Non, c'est peut-être tout simplement voilà. un retour à ses racines. Voilà, son papa. Oh mais j'ai tout lu, ça. il veut se rapprocher de son père, Ben de voilà. la tombe de son père. Oui. Je croyais que son père était vivant quand j'ai entendu ça. Après, on a dit son père est enterré en Belgique, il veut se rapprocher de son père. Attends. Bah, peut-être pour que ça lui coûte moins cher le 1er novembre. J'en sais rien, moi. Mais pourquoi on dit pourquoi il n'aurait pas le droit d'aller où il veut? Il faut bien qu'il y a que lui qui sait où il faut qu'il se mette. En tout cas, en France, la cote de Johnny, c'est frites. Oh là On là, a tout mais fait, c'est un là. Ah oui, là, festival, oui. Oh. Oh, je vais essayer d'élever le niveau parce que alors, cette semaine, il m'est arrivé un truc formidable. Je suis allé pour la première fois voir un ballet. Jamais j'étais allé voir un ballet. Je suis allé à l'Opéra Bastille. Alors, j'ai choisi, faut dire quelque chose. Le alors, Lac des Cygnes. Voilà, le Lac des Cygnes. Alors, j'ai été, mais alors, je dois dire, emporté. C'est magnifique. Bah oui. Je n'avais jamais vu ça de ma vie, mais c'était Mais génial. qui dansait? Alors, je peux vous dire, Aurélie Dupont, qui était la danseuse, alors magnifique, d'une grâce, d'une beauté, mais c'était magique. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Alors, c'est vrai que c'est plus facile d'accès parce que c'est la musique de Tchaïkovski que je connaissais.
succès, évidemment, puis des ballets dont on a forcément plus ou moins vu déjà les extraits, c'est dans la version de Rudolf Nureyev, mais c'était magique. Mais alors, je suis prêt à y retourner quand on veut voir le Lac des Cygnes ou un autre ballet. Mais c'est rigolo quand on va pour la première fois. Vous voyez, à 43 ans, quasiment bientôt, on arrive encore à découvrir des choses. Est-ce qu'il faut dire quelque chose à l'opéra? Il faut dire quelque chose aux gens que personne ne sait, c'est qu'à l'Opéra Bastille, l'Opéra Garnier, tu peux venir 1 heure avant et avoir des places à 10 €. C'est vrai? Ouais, et personne ne le sait. Mais t'es pas forcément bien placé quand même. Non, mais j'ai hésité, moi, parce que le Lac des Cygnes en pleine grippe aviaire, je me suis dit, bon, je prends un risque. Non, mais c'était magique. Et le danseur étoile, c'était Mathieu Gagnon. Et non, vraiment, c'est splendide. Et là, c'est terminé. Hein. C'était une des dernières représentations. Mais je vous le dis, n'hésitez pas. C'est vrai que ceux qui sont pas toujours habitués, parfois ne sont jamais allés à l'opéra. On dit, bon, on n'ira jamais de sa vie. Voilà, il faut y aller. Et pour 10 €, par exemple, quand on est à l'Opéra Garnier, rien que la visite, ça vaut 10 €. Donc c'est... Dans un instant, nous retrouverons Monique Pantel pour parler cinéma. Mais avant, le cinéma, les films sortis mercredi dernier. On commence par quoi? Bonjour. Bonjour. Bonheur, délices et délire guerrier. On a tout ça au programme cette semaine qui commence l'année en grande forme. Il y a plein de bons films. Oui, il y a plein de bons films. On commence par lequel? Jarhead, parce que je l'ai vu mercredi matin. Jarhead, la fin de l'innocence avec Jake Gyllenhaal, un film de Sam Mendes. Alors c'est Mark My Words, comme on dit. C'est magique. Vous l'avez dit magique tout à l'heure. C'est pas magique, c'est sublime, c'est superbe. Quelques jours dans le désert de Koweït. C'est l'histoire absurde d'une guerre qui, en 1990, n'a jamais eu lieu, comme on s'en souvient. La guerre du Golfe. La guerre du Golfe. C'est un film sublime, qui nous arrache le cœur. C'est passionnant, c'est palpitant, c'est formidable. C'est très beau à voir, parce que le désert, c'est magnifique. C'est joué par un tas de jeunes garçons formidables, dominés quand même par Jake Gyllenhaal. Il est un cow-boy homo dans Brokeback Mountain. S'il n'a pas l'Oscar, je défile dans ma rue. Au début, en Amérique, on mate les marines, ça je pouvais pas supporter, on leur tape la tête contre les murs, on les humilie, et puis heureusement ça s'arrête, on les amène là-bas dans le désert où ils cuisent sous le cagnard terrible du Koweït. Ils savent même pas pourquoi ils sont là. Ils attendent un ennemi qui ne viendra jamais. Pour les distraire, on leur explique comment se donner du plaisir à eux-mêmes. C'est très intéressant. Et ils se demandent pourquoi ils sont là. On leur dit d'adorer leur arme. Ils répètent, yes, sir, mon arme est la plus belle. C'est à moi. Une arme dont ils se serviront jamais. C'est formidable, vraiment. C'est drôle et pitoyable. C'est la guerre dans toute son absurdité. Et voilà, moi j'ai adoré ce film. J'ai tellement pleuré que j'aurais pu éteindre à moi seul les puits de pétrole qui sont enflammés à la fin. On passe à un film français signé par quelqu'un qu'on connaît bien ici, évidemment. Je vous trouve très beau, réalisé par Isabelle Mergo avec Michel Blanc et Médéa Marinescu. C'est le premier film d'Isabelle et c'est sa première réussite. Michel Blanc est un fermier qui ne connaît pas l'amour. Il ne pense qu'à ses vaches, à son pognon, à sa ferme. Quand sa femme meurt, il va triste, il est juste embêté qu'il va traire les vaches et lui faire la cuisine. Alors pour l'aider à traire les vaches, tout d'un coup il se décide, il va chercher une femme dans les pays de l'Est où on lui dit qu'elles sont ravies de se faire épouser par un fermier, et surtout ravis de venir en France. De venir en France. Alors il en trouve une qu'il faut dire, elle est géniale, hein. Médéa Marinescu, c'est une révélation, mais lui il s'en fout qu'elle soit jolie, au contraire ça le gêne. C'est juste pour traire ses vaches et puis pour lui faire la cuisine, pour lui tenir la place dont il a besoin pour l'aider. Et quand elle veut bien l'aider, elle est très mignonne, elle est très gentille, mais elle veut aussi se mettre dans son lit, elle veut l'aimer aussi. Et lui ça le courrouce, il est en colère parce que cette jolie femme veut l'aimer. En nous on est dans tous nos états, on est triste, on est malheureux. Et puis bon, petit à petit, très très lentement, son cœur va s'ouvrir et c'est sublime l'éclosion du cœur d'un homme. Et alors, vous avez aimé ce film? Oh, c'est peu dire que je l'ai aimé. Ah, il faut signaler, alors on va peut-être paraître pas très objectif parce qu'évidemment Isabelle Mergo est une copine à nous, mais évidemment beaucoup d'auditeurs nous envoient des mails destinés à Isabelle Mergo ici à l'émission et on croule. On n'a pas fait la sélection, c'est Paulette Couder qui me le signale. Il n'y a pas eu un mail négatif, des tas de gens qui sortent du cinéma et qui remercient
remercient et qui applaudissent Isabelle. Voilà, en effet, je viens de voir un film touchant, émouvant d'Isabelle. Très belle histoire, interprétée par des acteurs tous plus vrais que nature. Allez voir ce film, il y a beaucoup de justesse dans les sentiments, écrit un auditeur. Un petit mot pour Isabelle Mergo, elle a pris son rôle de metteur en scène très au sérieux et ses acteurs très bien dirigés ont touché et ému tous les spectateurs. Bon, je vais pas tous les lire, mais ils sont tous du même ordre. Et il faut quand même dire, parce que ça, j'ai eu Isabelle au téléphone hier, qu'elle est évidemment sur un petit nuage parce que son film est en tête. Il marche très bien. Son film est en tête du box-office depuis mercredi. Les gens courent voir. Alors moi, je suis fou de joie pour elle. C'est mérité. Merci et bravo Isabelle. Je vous trouve très beau. Allez-y ce week-end si vous n'y êtes pas encore allé. Ouais, moi je trouve qu'elle a eu beaucoup d'audace en plus parce que choisir Michel Blanc dans le rôle d'un agriculteur avec en plus le rôle féminin tenu par une fille qu'on ne connaît pas du tout. Je veux dire, c'est super audacieux et cette audace, on la retrouve un petit peu partout. C'est-à-dire qu'elle a choisi aussi finalement une histoire où on pourrait se dire ouais bon on connaît. Et à chaque fois, on est surpris par des tas de scènes qui retournent les situations, ce qui fait que il y a une espèce comme ça de fraîcheur dans l'histoire et dans les personnages qui est vraiment formidable quoi. Autre film, Monique. Eh ben mon troisième préféré de la semaine. Madame Anderson présente de Stephen Frears, qui prouve encore une fois de plus qu'il est un grand metteur en scène. C'est Londres en 1937. Madame Anderson, qui est sublimement jouée par Dame Judi Dench. Dame, ça veut dire comme sœur elle a été anoblie par la reine. Elle est géniale, cette actrice. Elle a 70 ans dans le film et puis dans la vie aussi. Et elle tombe veuve, mais très riche. Alors elle se dit, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de tout cet argent? Les œuvres de bienfaisance, ça l'intéresse pas. Ses copines l'enquiquinent. Alors pour se distraire, elle s'achète un vieux théâtre en ruine au centre de Londres. Elle le fait retaper et pour l'aider, elle prend Bob Hopkins, qui se prétend metteur en scène. Et entre les deux, la vieille acariâtre et lui qui est tout le temps en train de râler, c'est un duo sensationnel. Et puis en plus, c'est inspiré d'une histoire vraie. Ce théâtre a existé. Il était le seul qui marchait parce qu'après c'est 37, mais après on arrive à 39 à la guerre, les bombardements. Et ce théâtre de femmes nues, parce qu'elle a osé mettre des femmes nues qui ne bougent pas. Elles n'ont pas le droit de bouger, mais elles sont quand même nues. Et sa revue, qui est très bonne en plus, la revue, qui a été inventée pour le film. Ces femmes nues, évidemment, attire tout Londres et finalement c'est une histoire de résistance. Avec son théâtre, elle résiste à l'ennemi qui les bombarde, les Allemands. Elle résiste à la vieille, elle résiste à tout et c'est génial. Là aussi j'ai pleuré. Isabelle Motro. C'est un film fait pour Pierre Bénichou. Oh, pourquoi c'est vrai, si. Madame Anderson présente. Très beau Parce film. que ça va te plaire, c'est drôle, c'est un film sur l'audace, sur la liberté. Isabelle, en fait, pour tout vous dire, Monique, parce que vous ne voyez pas ce qui se passe dans le studio, Isabelle avait envie de réveiller Pierre Bénichou. Mais en plus, je le pense sincèrement. Parce que Pierre, faut quand même le dire pour nos auditeurs, est le seul chroniqueur capable de se lancer dans un micro-sommeil. C'est-à-dire, et alors à la radio, un micro-sommeil, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que pendant 2 minutes 30, il est capable de se faire une petite sieste. Non, mais n'empêche que... Non. Attends, tu Non, parce que ronflais. je n'avais jamais vu quelqu'un qui réfléchit les yeux fermés. N'empêche que c'est tout à fait juste, et je suis sûre que Monique est de mon avis. Miss Anderson présente, c'est un film qui va plaire à Pierre Bénichou. Il va plaire à tout le monde. Entre autres. On passe à Reinas, un film de Manuel Gomez Pereira avec Carmen Maura, Marisa Paredes. Mais vous arrêtez pas d'aller au cinoche, vous. Il y a combien de films on a fait? Il y en a vu 7 J'ai cette pas fermé semaine. l'œil pour les 3 premiers, mais là, il y en a... Alors le 5 mères, le même jour, marient leur fils homo. Voilà, c'est tout. Elles sont plus folles que leur fils, mais c'est pas terrible du tout. Mais c'est très bien joué par les actrices d'Almodovar que vous avez numérées. On les connaît, Marisa Paredes, alors, Carmen elles Maura. jouent très bien. On fait le film, il est un peu plan-plan. Jennifer Aniston, Kevin Costner, Mark Ruffalo, Shirley MacLaine, un sacré casting pour un film intitulé La rumeur court. C'est con. Ouais. Jennifer Aniston, elle est sur le point de de se fiancer avec un type qu'elle aime pas, et ça c'est pas grave, mais elle est persuadée, allez savoir pourquoi, que le fameux film Le Lauréat est inspiré par l'histoire de sa famille. Voilà. Bref, elle croit qu'elle est la fille de Kevin Costner. Et donc Shirley MacLaine serait la fameuse Mrs. Alors, Robinson. Oui, voilà, qui aurait couché avec Kevin Costner.
Le seul intérêt de ce film plat, comme un encéphalogramme plat, c'est la grand-mère. Elle est toujours pétillante, la Shirley, que j'ai beaucoup aimée à Cannes quand je l'interviewais. Shirley MacLaine. En résumé, vous avez retenu cette semaine 3 films. Un film, c'est vrai, dont on dit que c'est un chef-d'œuvre. Jarhead, la fin oui. de l'innocence de Sam Mendes avec Jake Gyllenhaal, qui est l'acteur américain qui monte en ce moment, On va jeune revoir acteur, la semaine qu'on prochaine. reverra la semaine prochaine d'ailleurs dans Brokeback Mountain, et puis qu'on avait vu dans Le Jour d'après, The Day After. Vous avez aussi beaucoup aimé Madame Henderson présente avec Bob Hoskins, Judi Dench et Kelly Reilly, et le film d'Isabelle Mergo, Oh là là, je vous oui. trouve très beau, avec Michel Blanc, Médéa Marinescu. C'est le film qui marche le mieux en ce moment dans les salles de cinéma depuis mercredi, c'est en tête. Alors on est ravis pour Isabelle ça fait Mergo. plaisir. Ça c'est bien, Ah, c'est ça fait bon plaisir. signe. On est fiers. Il y a longtemps que je la trouve très beau. Maintenant, je la trouve riche, célèbre, et je suis très content pour elle. Ah non, mais on est fiers, c'est un peu comme si c'était C'est notre bien sœur. quand il se Voilà. réveille, Bénichou. Non, parce que parfois j'ai honte de certains chroniqueurs ici. Bah là, voilà, Isabelle Mergo, je suis fier. Voilà. On vous embrasse, bravo Monique Pantel. Et bravo à tous, je vous aime. Des petits conseils avant de partir, Jacques Ramad. Il y a un livre qui s'appelle Place d'Ancourt. C'est le nouveau nom de la place Charles Dulin. C'est un livre de Jean-François Barsac, qui est un des fils d'André Barsac. Il raconte la vie du théâtre de l'Atelier sous l'ère d'André Barsac. Place d'Ancourt. Place d'Ancourt chez Gallimard. Pierre Bénichou. Mais moi, j'ai lu le livre de l'auteur et l'interprète de Capri, c'est fini, Hervé Villard. Dieu sait que les livres de chanteurs qui racontent leur vie me font chier. Les livres de gens ceux qui ont été à l'assistance publique commencent à me faire chier un peu aussi. Je sais pas pourquoi je suis grossier, à m'ennuyer parfois. Eh bien là, ce n'est ni l'un ni l'autre, et c'est un livre, c'est une confession et un récit extraordinaire où il raconte les 30 dernières années que nous avons vécues de façon formidable, émouvante, et c'est un livre littéraire, c'est formidable. Philippe Alfonsi. Non, Rien. rien. Isabelle, Non, moi, les films dont on a parlé. Isabelle les films Motro, d'Isabelle rien. Mergo. Jacques Ramad. Non, Rien de Je plus. viens de le dire, mais Alfonsi et Motro, évidemment, comme ils se quittent pas une seconde, ils peuvent rien raconter. Leur passion leur prend trop de temps. Vous savez que ça va se savoir dans vos familles.